de, de l'établissement spécialisé Aitidir. Alors, je souhaite la bienvenue pour tout le monde et on déclare la session ouverte. Je donne la parole à l'équipe de l'EMPFP. Je vous donne la parole, professeur Hicham, et on peut commencer aujourd'hui. Allez, merci. Merci Madame Saouni. Merci tout le monde d'être aujourd'hui, d'assister à cette pas une formation qui bien connaître la maladie de Parkinson. Je vais commencer moi par une petite introduction sur la maladie de Parkinson, quels sont les symptômes, comment on fait le diagnostic de la maladie de Parkinson, comment on la traite et ensuite il y aura monsieur le professeur Bouaïta qui va vous parler de la chirurgie dans la maladie de Parkinson et quel est le rôle du neuropsychologue. On va le voir après avec Madame Louban Hajar, qui est psychologue à l'hôpital Aitidir. Elle va nous préciser le rôle du psychologue dans la prise en charge de la maladie de Parkinson, déjà avant, au début de la maladie, au cours de l'évolution, et aussi après l'intervention chirurgicale et pendant l'intervention, quel est vraiment le rôle du neuropsychologue. Donc, le psychologue, il a une grande place dans la prise en charge des malades qui ont la maladie de Parkinson, puis c'est une maladie qui est évolutive, qui est progressive. Donc, tout au long de leur vie, ils auront besoin toujours d'un psychologue à différents niveaux. Donc, on va commencer maintenant sur la maladie, je vais parler un peu sur la maladie de Parkinson. C'est quoi la maladie de Parkinson? C'est une maladie neurodégénérative. Ça veut dire qu'il y a une dégénérescence des neurones. Il y a des neurones qui meurent. Le plus souvent, elle survient chez le sujet âgé. Donc, c'est une maladie comme la maladie d'Alzheimer. C'est une maladie du sujet âgé. Donc, elle débute généralement vers l'âge de 60 ans. Mais on a des cas de maladie de Parkinson précoce avant l'âge de 40 ans. C'est rare, mais il y a, surtout dans les formes génétiques, la maladie, elle débute précocement. Donc, la caractéristique biochimique de cette maladie est un déficit en dopamine. Donc, c'est des malades qui auront besoin comme traitement de la dopamine parce qu'il y a les cellules qui fabriquent la dopamine qui dégénèrent. Donc, mais cette maladie, elle commence déjà avant que les symptômes n'apparaissent parce qu'il y a toujours au niveau du cerveau des mécanismes d'adaptation qui font que les signes cliniques sont retardés. Donc, et le traitement essentiel de cette affection, en fait, c'est un traitement symptomatique, c'est de la dopamine qu'on donne. En fait, cette maladie, elle est connue depuis longtemps. Déjà, dans le système médical indien, il y a 4500 ans, elle était connue sous le nom de la Compavata. Donc, elle était traitée par une plante, la plante que vous voyez ici, c'est la Mucuna prurien, qui est aujourd'hui connue sous le nom de la L-Dopa. En fait, il y a des compléments alimentaires également qui contiennent cette plante et contient généralement, c'est de la L-Dopa. Donc, la maladie de Parkinson, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a une dégénérescence. Que vous voyez ici, c'est une dégénérescence des noyaux. Ce sont des noyaux qui ne fabriquent plus la dopamine. Et sur le plan, quand on fait l'anatomopathologie, on va retrouver un marqueur pathologique. Donc, quelle est la cause de cette dégénérescence? Donc, en fait, il existe deux étiologies dans la maladie de Parkinson. C'est les facteurs environnementaux et les facteurs génétiques. Mais ce sont des étiologies qui ne sont... C'est l'intrication entre les deux qui fait apparaître probablement la maladie. Donc, c'est une maladie idiopathique. On ne trouve pas de cas dans la famille dans 90 à 95% des cas.
Et dans 5 à 10%, on peut trouver une cause génétique. Ça veut dire qu'il y a des cas dans la famille. Le plus souvent, c'est les parents et les enfants ou les cousins. Sur le plan environnemental, il y a des agents chimiques qui ont été incriminés dans la maladie de Parkinson, tels que certains insecticides ou herbicides. Donc, ces insecticides contiennent un produit qui est toxique pour les cellules dopaminergiques et peut être la cause de maladie de Parkinson. Et cette constatation a été expliquée également par la prévalence qui est élevée dans les régions hautement industrialisées ou dans les zones rurales qui utilisent ces herbicides ou ces insecticides. Donc, il y a le facteur génétique également, donc, qui est incriminé, donc dans 5 à 10% des cas. En fait, pourquoi il y a des troubles neuropsychologiques dans la maladie de Parkinson? Vous avez normalement dans la maladie de Parkinson, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a une substance noire qui est à l'intérieur du cerveau, c'est elle qui dégénère, c'est les cellules dopaminergiques qui dégénèrent. Et en fait, il y aura des répercussions. Donc, dans la maladie de Parkinson, il n'y a pas uniquement ces cellules qui dégénèrent, parce qu'on trouve ces cellules dopaminergiques ailleurs. Donc, il y a le système mésolimbique. Donc, ce système mésolimbique au niveau temporal et au niveau des hippocampes, ce système de connexion est un système qui véhicule la voie émotionnelle. Donc, il va avoir des troubles de mémoire, des troubles du comportement, de la motivation, etc. Il y a la deuxième voie en bleu, c'est la voie mésocorticale, c'est-à-dire c'est une voie qui va du cerveau jusqu'au cortex. Cette voie, c'est une voie cognitive. Donc, c'est des patients qui n'auront pas uniquement des troubles mentaux, ils auront des troubles cognitifs, des troubles de mémoire, ils auront des troubles du comportement. Et donc, la maladie de Parkinson n'est pas uniquement une maladie où on a une expression qui est motrice. Donc, il faut toujours rechercher d'autres signes qui associent. Comment elle commence la maladie de Parkinson? Le plus souvent, le signe évocateur, parfois le diagnostic, il est peu évocateur. Donc, longtemps, c'est des malades qui auront des douleurs, des crampes, des douleurs articulaires et ils consultent le plus souvent chez un rhumato et parfois chez un psychologue. Donc, cette phase, elle peut rester pendant des années. Et lorsque la maladie, elle commence, les symptômes moteurs sont bien évidents. Le plus souvent, c'est une akinésie. Akinésie, ça veut dire qu'il y aura une lenteur. Une lenteur, une gêne à l'écriture. C'est des malades qui vont voir leur écriture changer. Donc, ils vont écrire petit. Leur marche, elle va changer. Ils vont avoir une marche à petits pas. Ils marchent très lentement. Et ils vont avoir une lenteur dans l'exécution des mouvements alternatifs, des gestes alternatifs, par exemple, de faire ça va les gêner dans leur activité quotidienne. Le début, dans la maladie de Parkinson, donc tous ces signes vont commencer de façon unilatérale. Ça touche un membre, soit le membre supérieur, soit la main, ou encore le membre inférieur. Donc, après un certain temps, donc vous aurez la triade caractéristique, les autres signes. Vous avez vu que l'akinésie, ce n'est pas le tremblement qui débute au début. Donc, ceux qui ont une maladie de Parkinson, ils commencent leur maladie par une akinésie, qui est la lenteur dans la réalisation des gestes quotidiens. Donc, on peut avoir une hypertonie, c'est-à-dire une rigidité musculaire. Des muscles seront rigides, seront durs. Et le tremblement dans la maladie de Parkinson est un tremblement de repos. Ça touche les mains et les pieds. Donc, c'est un malade qui va avoir des petits tremblements au niveau des extrémités. Il va comme émiter du pain ou donc ce n'est pas un tremblement d'attitude, ce n'est pas un tremblement qui va le gêner lorsqu'il mange ou lorsqu'il s'habille. C'est quand il est au repos qu'il tremble. Et on a également des pertes des réflexes des postures. Donc, pour la posture, il va y avoir des petits troubles de l'équilibre et tout. C'est ça qui va entraîner des chutes chez le parkinsonien. Donc, le diagnostic de la maladie de Parkinson, il est clinique. Donc, c'est un malade qui va avoir un petit tremblement de repos, va avoir une akinésie, une rigidité, et on n'a pas d'autres signes.
Généralement, on n'a pas besoin d'autres examens complémentaires. Le neurologue, il peut faire le diagnostic déjà cliniquement. Il faut rechercher les autres signes non moteurs de la maladie de Parkinson qui peuvent commencer déjà avant l'apparition des signes moteurs. Donc, le malade, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est des années auparavant, le malade, il peut avoir d'autres signes qui ne sont pas spécifiques à la maladie de Parkinson, qu'on peut avoir dans d'autres pathologies, par exemple une petite dépression, une anxiété, une fatigue, des troubles du sommeil, des troubles de la mémoire, des troubles digestifs comme la constipation, qui est très gênante pour le malade chez le parkinsonien, des troubles neurovégétatifs comme les transpirations excessives, des douleurs, des troubles sphinctériens, une hypotension orthostatique. Donc, vous voyez que les signes non moteurs sont beaucoup plus fréquents que les signes moteurs qu'il faudra chercher déjà à l'interrogatoire. Donc là, ça vous montre que 20 ans avant l'apparition des signes moteurs de la maladie, vous pouvez avoir une constipation, des troubles du sommeil paradoxal surtout, des troubles, une dépression, des troubles, une hyposmie, donc une diminution de l'odorat, peut se voir avant l'apparition des signes moteurs dans la maladie de Parkinson. Et au cours et ensuite, je vous ai décrit les signes, le tremblement, la rigidité, la kinésie. Mais dans la maladie de Parkinson, il y a une évolution. 10 ans après, le malade, on va le voir tout à l'heure, certaines complications du traitement sont dues au traitement. Donc, le diagnostic de la maladie de Parkinson, il est essentiellement clinique. Et on fait également le diagnostic, on donne de la L-DOPA au patient. Et il répond très bien. Donc, cette sensibilité au traitement est un critère diagnostique. Et aussi, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, le neurologue, il va examiner, il va pas trouver d'autres signes qui va nous orienter vers une autre pathologie qui peut être associée, peut avoir un syndrome parkinsonien. Donc, quels sont les signes qui sont en faveur d'une maladie de Parkinson? C'est l'existence d'un tremblement de repos. Tout à l'heure, je vous ai dit, le signe précoce étant la kinésie, c'est la lenteur. Mais si on a un tremblement de repos, c'est très caractéristique d'une maladie de Parkinson. L'asymétrie des signes, le plus souvent, ça commence au niveau d'un côté, soit au membre supérieur, au niveau de l'extrémité du membre supérieur, ou au membre inférieur, mais le plus souvent d'un seul côté. Il y a l'examen neurologique, il est normal, on ne trouve rien en dehors de ce tremblement, de cette akinésie, de cette rigidité. Et bien sûr, on va rechercher s'il n'y a pas de crise médicamenteuse, de crise de toxiques qui pourrait expliquer l'apparition de ces signes. Donc, quand on a tous ces signes, on est en faveur du maladie de Parkinson, on doit traiter les symptômes. En fait, c'est un traitement symptomatique. Et si la gêne, elle est importante, on va le voir tout à l'heure. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin d'examen complémentaire. On fait une IRM pour éliminer les autres syndromes parkinsoniens lorsqu'on a des signes suspects, lorsqu'on trouve d'autres signes en dehors de ce syndrome parkinsonien. Bien sûr, si c'est une maladie de Parkinson précoce avant 40 ans ou avant 20 ans, là, on doit rechercher une maladie qui est curable. C'est la maladie de Wilson, qui est due à une surcharge en cuivre, et on fait un bilan cuprique, donc à la recherche de cette maladie qui est qui nécessite un traitement spécifique. Ça évite qu'il y ait les séquelles du syndrome parkinsonien. Donc, quel est le diagnostic différentiel? Lorsqu'on a un syndrome parkinsonien, donc on se pose la première question qu'on doit se poser, est-ce qu'on a besoin des examens complémentaires? Est-ce que c'est une maladie qui est sensible à L-DOPA? Donc, si on a ça, c'est une maladie de Parkinson. Mais si le syndrome parkinsonien n'est pas sensible à L-DOPA dans le traitement, ça ne répond pas, on trouve quelques autres signes, là, on doit penser soit un syndrome parkinsonien secondaire à quelque chose,
ou une autre maladie neurodégénérative qu'on appelle les Parkinson+. Je vous ai fait un petit résumé. Par exemple, pour le Parkinson+, il y a plusieurs maladies qui peuvent donner un syndrome parkinsonien, mais ces maladies sont associées à d'autres signes, comme la dégénérescence cortico-basale, l'atrophie multisystématisée, on peut avoir des troubles de l'équilibre qui sont précoces dès le début, une paralysie supranucléaire progressive, on a des troubles oculomoteurs, donc une paralysie par exemple du regard, et on a dans la démence à court de Lévy, des hallucinations qui sont précoces, et la maladie de Wilson, où vous avez des troubles du comportement qui peuvent être associés à un syndrome parkinsonien et un syndrome généralement psychiatrique. Mais le plus souvent dans ces syndromes, on a toujours d'autres symptômes. Ce n'est pas comme dans la maladie de Parkinson où vous avez que le syndrome parkinsonien. Et les syndromes de parkinsonien secondaires, soit une crise médicamenteuse, le plus souvent les neuroleptiques, ça peut être d'origine vasculaire, les AVC peuvent donner, parce qu'ils sont localisés au niveau de la capsule interne, près des noyaux gris centraux, ça peut donner un syndrome parkinsonien, ou les causes toxiques comme l'intoxication à l'oxyde de carbone ou la manganèse. Et l'hydrocéphalie chronique de l'adulte, quand on fait le scanner, on va trouver qu'il y a une dilatation des ventricules. Donc, ce sont des syndromes parkinsoniens qui ne sont pas des maladies de Parkinson, donc qui associent souvent d'autres signes. Comment on évalue la maladie de Parkinson? En fait, il y a une échelle de 1 à 5. On dit quand c'est modéré, les signes sont modérés au début, on place la maladie stade 1 et 2. Quand c'est vraiment un peu modéré, c'est 3. Quand c'est sévère, 4 et 5. On va voir ce qui est très important de classer la maladie de Parkinson, c'est pour les traitements plus tard. Donc, le malade, il est traité avec la maladie de Parkinson, il a besoin de plus de 5 prises par jour, il fait des mouvements anormaux, il fait des blocages, plus de 2 blocages par jour, il a plus d'une fois de dyskinésie. Là, on va dire que la maladie de Parkinson, elle est au stade avancé de la maladie. Là, donc, comment on traite cette affection? En fait, c'est un traitement symptomatique, il n'y a pas de traitement curatif. Le traitement symptomatique repose sur le traitement médical, ça veut dire les médicaments qu'on donne, et la chirurgie, c'est après un stade assez avancé de la maladie. Lorsque la maladie ne répond plus au traitement, lorsqu'il y a des effets secondaires du médicament, là, on va passer à la chirurgie. Bien sûr qu'il y a des indications, on va en parler tout à l'heure. Et sans oublier l'hygiène de vie, la kinésie, la prise en charge psychologique, et pour améliorer la qualité de vie de la maladie. Donc, le traitement de la maladie de Parkinson diffère, que ce soit au début, comme je vous ai dit, c'est les stades 1 et 2 et 3 de la maladie de Honeya, ou stade évolué 4 et 5, où vous avez des complications plus importantes. Lorsqu'on donne le traitement déjà dès le début de la maladie, ça nous permet d'améliorer. Donc, vous aurez ce qu'on appelle la lune de miel. La lune de miel, ça veut dire que le malade, il va répondre très bien. C'est pas vraiment une lune de miel, hein. C'est l'amélioration c'est pour ça qu'on dit lune de miel. Le malade, il sera très bien avec le médicament, il va marcher, il va travailler, il va faire ses activités quotidiennes. Ensuite, 3 à 5 ans après, il y a les effets secondaires. Donc, des effets secondaires des médicaments. Donc, il va avoir des blocages, il va avoir des mouvements anormaux. Donc, peuvent être contrôlés, donc on va réajuster les traitements à ce stade. Et ensuite, après 8 à 10 ans, ces complications ne seront plus contrôlées par le traitement. Donc là, c'est la phase de déclin, c'est-à-dire d'aggravation. Et après cette phase, après 18 ans, 20 ans, la maladie de Parkinson le malade, il va avoir des signes, des troubles de l'équilibre importants, il pourra présenter une démence, des troubles cognitifs, une démence qui est quand même à ce stade très avancé de la maladie. Là, on n'a pas vraiment beaucoup de traitements, même la chirurgie, elle n'est pas indiquée. Si on indique la chirurgie, c'est avant cette phase de démence
avant que les signes axiaux s'installent, parce que la chirurgie n'aura aucun effet sur ces signes. Donc, quels sont les axes thérapeutiques? Le traitement, donc j'en ai parlé maintenant, traitement médical. Le traitement médical va reposer sur plusieurs médicaments. Donc, soit sur la L-Dopa, directement, la dopamine. Là, je vous ai schématisé. C'est au niveau du cerveau. Vous avez la terminaison entre ça, c'est le deuxième nerf et le premier. Donc, il y a une plaque, c'est la plaque, dans cette synapse, vous avez un produit de la dopamine. Généralement, la dopamine, elle est stockée dans des vésicules et elle est libérée dans la fente synaptique et elle sera fixée par des récepteurs. Qui sont des récepteurs à la dopamine. Donc, c'est ça qui va favoriser la transmission nerveuse au niveau du cerveau. Donc, on va donner soit de la dopamine directement, cette dopamine qui va traverser, va arriver au niveau du cerveau, soit on va donner des agonistes qui vont agir directement sur ces récepteurs, soit parfois on donne des médicaments pour empêcher la dégradation de la dopamine, pour qu'elle soit en quantité suffisante au niveau de la fente synaptique. Donc c'est plusieurs médicaments qui agissent à différents niveaux. Donc, ces médicaments qu'on donne, il faut les commencer dès le début, il faut voir le bénéfice. Si le patient, il est gêné, là, on va commencer le traitement. Si le patient n'est pas vraiment très gêné, là, on va, s'il a un petit tremblement qui le gêne pas, on peut s'abstenir, c'est-à-dire on peut surveiller uniquement le patient et on le traite lorsque la gêne est, elle est bien évidente. Donc, c'est ça, ne traiter que si c'est nécessaire. Bien sûr, il y a des médicaments, je vous ai dit, il y a les agonistes et il y a la dopamine. Il faut éviter les agonistes à un certain âge parce qu'ils ont des effets secondaires et il ne faut pas changer rapidement de traitement. Donc, le premier médicament, la L-Dopa, c'est le traitement de référence dans la maladie de Parkinson. Il est utilisé souvent en première intention chez le sujet âgé au-delà de 70 ans. Cette dopathérapie, la L-Dopa, existe sous plusieurs formules. Donc, généralement, on commence par 1 ou 2 comprimés, on augmente progressivement en fonction de la réponse. C'est des médicaments, on fait le plus souvent, on donne 3 à 4 prises par jour, bien sûr en fonction des réponses. Donc, on la donne généralement au-delà de 70 ans, parce que avant 70 ans, c'est pour éviter les effets secondaires et c'est fraction. Et dans 86% des cas, elle améliore la maladie pendant au moins 5 à 10 ans. Parfois, je vous ai dit, il y a d'autres médicaments qu'on associe pour empêcher la dégradation de la dopamine, comme le Content par exemple, au niveau de la synapse ou au niveau de la terminaison nerveuse, les inhibiteurs de la monoamine oxydase. Les troisième catégorie de médicaments qu'on donne, ce sont les agonistes. C'est des médicaments qui améliorent, qui stimulent directement les récepteurs. Ils ont moins d'effets secondaires que la L-Dopa. Donc, on les donne généralement chez le sujet jeune. Donc, ces médicaments, là, c'est pour vous montrer qu'il y a plusieurs molécules. Ce qu'on a chez nous, le Keppnirol, la Pramipexole et le Parlodel, le reste, on l'a pas. C'est des médicaments qui agissent, qui améliorent un peu la maladie de Parkinson. On les donne généralement chez les sujets de moins de 70 ans. Ils ont bien sûr une efficacité moins durable, mais l'avantage des agonistes, s'il y a des formes à libération prolongée, surtout elles sont bonnes chez le sujet jeune. L'artane, que vous connaissez, c'est un anticholinergique. On le donne généralement dans les formes tremblantes où le tremblement il est important. Mais il a son effet sur la kinésie et sur la rigidité n'est pas évident. Donc, dans l'évolution de la maladie de Parkinson, je vous ai dit qu'il y a une amélioration franche au début sous L-Dopa. Ensuite, il y a la période de la lune de miel.
Il y a l'aggravation de la kinésie et du tremblement avec le temps. Et ensuite, après un certain temps, il y aura des blocages qui vont apparaître et les synaxiaux, les troubles psychiatriques et le déclin cognitif, c'est un stade avancé. Donc, la prise en charge du malade, elle diffère de la fin, donc soit surtout sur le plan psychologique ou même sur le plan thérapeutique, que la malade soit à la phase initiale ou encore à la phase modérée ou sévère. Donc, il y a différentes prises en charge en fonction des stades évolutifs de cette affection. Donc, un stade avancé, je vous ai dit qu'il y a la chirurgie, il y a plusieurs, il y a la chirurgie, la neurostimulation cérébrale qu'on préconise, elle est indiquée dans certains cas, pas chez tous les patients. Il y a d'autres comme la pampa dopamine et la pampa apomorphine. Donc, c'est pas utilisé chez nous, mais c'est des alternatives lorsque la chirurgie n'est pas indiquée. Donc, la stimulation, le professeur Bouaïta, il va en parler tout à l'heure. Il faut connaître dans la maladie de Parkinson, il faut améliorer la qualité de vie de patient il faut préconiser une kinésithérapie, donc dès le début de la maladie, il faut agir sur la motricité, également sur la parole. Il faut conserver une activité physique parce que c'est ça le plus important chez le Parkinsonien. Il faut qu'il fasse une activité, il faut qu'il marche, il soit actif. Sur le plan d'orthophonie, on aura recours surtout sur les fonctions exécutives et sur un stade avancé sur les troubles de l'acquisition, troubles cognitifs, etc. Donc, l'activité physique, elle est très importante. Il faut toujours la suggérer aux patients et il faut le sensibiliser pour ça parce que ça peut améliorer déjà l'humeur du patient, la motilité intestinale parce que le parkinsonien, il a toujours une constipation qui est très fréquente. Ça va améliorer l'activité physique, la force, l'équilibre et améliorer la marche a aussi à démontrer qu'elle a un effet neuroprotectif dans presque toutes les maladies. La nutrition, donc, il n'y a pas de régime bien spécifique, donc il faut donner un régime riche en antioxydants et il y a un légume qui est très riche en dopamine, c'est les fèves qu'on préconise chez le patient. Et il faut, comme dans toutes les maladies, une consommation des liquides importants. Le café a montré son rôle neuroprotecteur, mais le café, une tasse par jour, pas plus. Mais le café, quand on le prend, ça aggrave le tremblement, si c'est un malade qui a un tremblement. Donc, il faut préconiser aux patients de prendre son traitement soit une demi-heure ou 1 heure après les repas, parce que il y a les protéines rentrent en compétition avec le médicament. Ça empêche que le médicament soit absorbé. Donc, c'est pour ça qu'il faut donner les médicaments loin des repas. Donc, le syndrome parkinsonien, c'est l'expression clinique d'un déficit en dopamine. C'est ça. C'est la dopamine qui manque chez le parkinsonien. Sur le plan clinique, vous avez la triade qui n'est pas complète chez tous les patients, qui associe un tremblement de repos, la rigidité et la kinésie. Mais parfois, il y a des patients qui ont uniquement le tremblement de repos et la kinésie, ils n'ont pas de rigidité. D'autres, ils ont une akinésie, ils n'ont pas de tremblement. Donc, la maladie de Parkinson comporte un syndrome qui est pur, qui est corrigé par le traitement dopaminergique. Si c'est un malade qui a une maladie de Parkinson, qui ne répond pas au traitement, qu'il n'y a pas d'amélioration, là, on va dire que c'est pas une maladie de Parkinson, c'est un syndrome parkinsonien. Donc, le traitement repose sur 2 classes thérapeutiques principales, la L-Dopa et les agonistes. Donc, mais ces traitements, avec le temps, surtout la L-Dopa, il y aura les effets secondaires, il y aura les fluctuations motrices, c'est-à-dire les blocages et les mouvements anormaux.
et que le traitement, il n'agit pas vraiment sur les troubles de l'équilibre, sur les troubles cognitifs et la dysarthrie dans la maladie de Parkinson. C'est pour ça que s'il faut traiter avant l'apparition des troubles moteurs, avant l'apparition des troubles de l'équilibre et des troubles cognitifs. Donc, en conclusion, on pourra dire que les progrès thérapeutiques ces dernières années sont donnés grâce à la chirurgie. C'est pour ça qu'on va faire professeur Bouaïta, il va vous en parler tout à l'heure sur la chirurgie dans la maladie de Parkinson. Mais cette chirurgie, elle a un résultat qui n'est pas satisfaisant sur les troubles de la marche et l'équilibre. Donc, c'est ça le problème. Même la chirurgie, elle n'agit pas à un stade avancé de la maladie. Et l'intérêt surtout de l'activité physique, la kinésithérapie, de l'orthophonie, de la psychothérapie dans la prise en charge de ces affections qui sont chroniques. Il faut toujours maintenir une bonne qualité de vie, surtout c'est la marche qui est très importante dans la maladie de Parkinson. Donc déjà, pour vous dire que pourquoi on a appelé cette maladie de Parkinson, c'est en référence à James Parkinson. C'est lui qui a décrit cette affection dans les années 1817. Déjà en 1817, il avait dit dans sa thèse qui prochainement, on va découvrir un traitement qui pourra ralentir ou arrêter la progression. Donc, dans la maladie de Parkinson, le but de toutes les recherches, c'est de trouver un traitement qui bloque cette dégénérescence des cellules, cette mort neuronale, et c'est ça qui pourra guérir la maladie de Parkinson. Et je vous remercie. Donc, Donc, on va passer, je ne sais pas si le professeur Bouaïta, il est là. Sinon, on va l'appeler. Sinon, tu vas faire quoi? Ah, là, you just saw. Comment ça se fait? Si? Madame Saouli. Professeur Bouaïta, tu es connecté? Bon, ah, bah, c'est bon. Ah, d'accord, mais on ne te voit pas, on t'entend pas. D'accord, elle va. Ça. Ah, Madame Saouli, il est connecté, mais ils n'ont pas donné la main. Donc, on attend que le professeur Bouaïta se connecte. Il faut appeler Madame Saouli, non? Madame Saouli. Elle est là. Ouais. Il n'est pas connecté. Non. Je ne sais pas si on peut te faire la tienne, non? Là, on attend. Je pense qu'il a un bloc. Il doit faire ça. Ah, il a un bloc. Oui. Donc, pour le libérer peut-être. Il est présent, ouais, il n'a pas la même bloc. Je fais une chat, je fais le micro. Quel est le micro? On reçoit des messages avec le micro. Madame Saouli, elle va l'appeler. Vous l'appelez. Essaye de lui envoyer un message, Mélanie. Oui. Participant.
Mais le professeur, il a un blog, donc il a un programme. Elle n'a pas vu le. C'est une chose directement la direction. Hicham. Ah oui, il est là. Ça. Professeur Hicham. Oui, bonjour, professeur Bouaïba. Bonjour, Bonjour, je vous professeur. remercie pour cette présentation. Est-ce que je peux commencer? Oui, normalement, il n'a pas partagé. Et vous n'avez pas partagé votre écran. C'est bon, comme ça? Non, ça va commencer. Ah oui, c'est bon. Mais c'est pas en plein écran. C'est pas en plein écran, professeur Bouaïba. C'est bon comme ça? Oui, c'est bon, c'est partagé. Merci. Merci à vous. D'abord, remercier les participants, professeur Hicham et madame Loubert. Merci. Cette participation, Inch'Allah, on va faire quelque chose et on va expliquer c'est quoi la chirurgie dans la maladie de Parkinson. J'ai aimé, puisque la dernière fois, madame Gougam, elle m'a la remarque pour les images. Ça sera une présentation avec des images. Il y a des images. Donc, professeur Hicham, elle a bien développé la maladie de Parkinson, le traitement médical et tout ça. Moi, je vais parler que de la chirurgie, de la stimulation dans la maladie de Parkinson. Je vais parler beaucoup plus, je vais insister sur le rôle de notre psychologue, oui, de l'orthophoniste avec nous pendant la chirurgie, avant et pendant et après la chirurgie. La maladie de Parkinson, vous savez c'est quoi la maladie de Parkinson? Le professeur Hicham l'a bien développé. Vous voyez ici, il y a 4 messieurs. Le premier monsieur, c'est le Parkinson. C'est celui qui a décrit et qui a développé c'est quoi la maladie de Parkinson. C'est celui-là, c'est M. Parkinson. Monsieur vers le haut, c'est Monsieur Cooper. Celui-là, il a développé, il a détecté la teinte chimique de pallidum. C'est un noyau de anis. Celui-là, avec son cadre, qu'on appelle le cadre de l'Excel, celui-là, c'est Monsieur l'Excel. C'est celui-là qui a développé le cadre de l'Excel qu'on utilise actuellement, jusqu'à actuellement, et qu'on a de l'Excel dans notre service qu'on utilise pour la chirurgie de Parkinson. À côté, un franco-algérien qu'on appelle professeur Benabid, c'est celui-là qui a développé la stimulation de noyaux thalamiques dans la chirurgie de Parkinson. Et vous voyez ce monsieur, il décrit la maladie de Parkinson. Regardez un Parkinsonien, comment il marche. Il a la tête, le visage qui est figé, et avec une posture qui est avec une courbure en avant. Les muscles sont raides, ils tremblent, et les membres inférieurs qui sont fléchis. Et il marche un petit pas. C'est celui-là, le Parkinsonien, qu'on va le traiter et qu'on va le stimuler. C'est la stimulation de noyaux thalamiques. Cette image, elle nous montre la stimulation. Quand vous voyez l'image, il y a un électrode avec une lampe électrique qui est dans le noyau thalamique, qui est relié avec un électrode et il est relié avec un stimulateur qui est allé vers la région thoracique à droite. À quel moment on utilise le DBS? Et pour quel malade qu'on utilise le DBS? On utilise le DBS pour la maladie de Parkinson qui est symptomatique. On peut utiliser la stimulation, le DBS et la stimulation profonde de noyaux sous-thalamiques. On peut l'utiliser quand il y a une dystonnée. La dystonnée a été expliquée par le professeur Hicham et le tremblement essentiel. Cette stimulation, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne une amélioration clinique des symptômes après la chirurgie. Le malade, il aura quand même plus de confort par rapport à avant l'intervention.
Donc, quelles sont les indications de cette stimulation? Est-ce qu'on stimule tout le monde? Est-ce qu'on stimule à tout âge? Est-ce qu'on stimule avec ou sans symptômes? Non, on ne stimule pas tout le monde. On stimule, les indications, c'est un peu limité. On stimule celui qui a une maladie de Parkinson, il a des symptômes évolués de plus de 5 ans, qui répond bien au traitement médical, va être simple, ou bien il a des signes, ou bien des interventions au traitement médical, aux effets secondaires du médicament. Et c'est lui qui a des dyskinésés, qui a d'autres l'âge du malade, il est important. Nous, on préfère le jeune, un malade jeune, on aura des bons résultats, on va le stimuler pendant le maximum, c'est 25 ans, c'est-à-dire il y aura un confort 25 ans après la stimulation profonde. Et chez les vieux, c'est-à-dire à partir de l'âge de 70 ans, je pense que le bénéfice, il est moins par rapport, ou bien les avantages sont moins par rapport à celui qui a 50 ans jusqu'à ses 65 ans, ou bien moins de 70 ans. C'est ça, les indications. Là, comment on va faire? Et comment on va faire? D'abord, les indications de la chirurgie, elle est posée par une équipe multidisciplinaire, et beaucoup plus par le neurologue. Pourquoi? Parce que c'est le neurologue qui examine le malade, qui pose le diagnostic du malade, et celui qui fait tous les tests en présence du psychologue. Là, le rôle du psychologue est très important avant l'intervention. Tout il se fait entre psychologue et le neurologue, lui qui pose le diagnostic, il le met sous traitement. Quand il voit le traitement, ça ne marche pas avec le traitement médical, ou bien il y a des indications pour le juger. Celui-là, ce malade, il sera présenté par un neurochirurgien, et à partir de là, on décidera d'opérer le malade. Donc, la chirurgie, nous, on opère le malade. Pour la première étape, c'est consiste à faire le planning. Le planning, et on le fait 24 heures avant l'intervention, ou bien avant l'intervention, 1 heure, 2 heures avant l'intervention. D'abord, la première étape, c'est d'hospitaliser le malade. Après un diagnostic bien allé, après l'indication qui a été posée par le neurologue et le neurochirurgien, ce malade sera hospitalisé chez nous. Il sera planifié, il sera testé, évalué par notre psychologue, c'est le trouble neurocognitif. Et après, on décidera le lendemain, le malade, il passera, la première des choses, il passera par le scanner. Pourquoi il passera par le scanner? On va lui d'abord placer, comme vous voyez cette image, on va lui, la deuxième qui est au milieu, on lui place un cadre de stéréotaxie. La deuxième étape, vous le voyez, troisième, le malade, il est au scanner, c'est-à-dire on va faire un scanner cérébral, et le malade doit porter notre casque, qu'on a dit le casque de stéréotaxie de l'Excel. Et vous avez vu tout à l'heure, l'Excel, c'est lui qui a inventé ce casque. À partir de là, avec le cadre de stéréotaxie, pourquoi? Parce qu'à partir de là, on va déterminer, pour planifier la zone à stimuler, on va déterminer les axes X et le Y et le Z pour plus de précision et pour être sans faute sur le noyau sous-thalamique. Là, vous voyez le malade avec un casque de l'Excel, et vous voyez, c'est l'image radiologique. Ça, c'est une IRM qui montre le noyau du thalamus. Vous voyez les ventricules, le thalamus. Le numéro 2, c'est le noyau sous-thalamique. Et nous, on cherche à stimuler ce noyau. Le noyau qui est numéro 2, c'est celui-là qu'on fait tout pour l'avoir et pour déterminer la trajectoire de notre électrode. Ça, vous voyez, ça c'est notre bloc opératoire. Vous voyez qu'il est magnifique, notre bloc, il est bien fait. Vous voyez notre réanimatrice. On est à droite, l'image qui est à droite, c'est notre réanimatrice
elle a commencé la chirurgie qu'on appelle la chirurgie IVI. C'est quoi la chirurgie IVI? C'est un malade, quand vous voyez le malade qui s'allait sur la table opératoire, c'est un malade qui est conscient. Ça, c'est deux cas qu'on les a fait déjà à Cherchell. Vous voyez que les deux cas, les malades sont conscients. Un malade ما كاينش بلاص ساعتين برك بصح في الاخر يعطي après l'installation du malade. Très bien. Donc là, vous voyez, qu'est-ce que vous voyez ici? C'est les endroits. Là, vous voyez l'incision. On a dit tout à l'heure que la stimulation elle est bilatérale. On va placer deux électrodes, l'un à droite et l'autre à gauche. Et vous voyez l'incision cutanéenne qui est là, à droite et à gauche. Et notre passage, on fait un passage en sous-cutané, on arrive vers la région thoracique et on place notre stimulateur. Là, c'est le moment, vous voyez qu'on est en train, là, l'image au centre, on est en train de placer grâce à notre cadre de stéréotaxie, on va placer
notre électrode. On a placé d'abord, on a placé le premier qui est à droite ici. On est en train de placer le deuxième qui est à gauche. Et l'électrode, comment il passe? C'est comme ça, on place notre électrode. Ça, c'est à la fin, après le placement de l'électrode. Et regardez comment on détermine le trajet vers le noyau sous-thalamique. Là, cette étape, elle est importante, toujours en présence de notre psychologue et notre technicien qui est avec nous. Vous voyez ici, la stimulation, elle est faite. Et quand on stimule, on est à 1 milliampère. On est en train de stimuler et et le médecin, le neurologue et la psychologue et le neurochirurgien vont regarder la réaction off et à la période on en fonction de la stimulation. Quand on stimule, on aura moins de tremblements et on aura moins de symptômes. Et quand on arrête la stimulation, le malade, il revient à son état initial qui est beaucoup plus de tremblements. Là, je pense que c'est une vidéo. C'est un malade qu'on l'a faite. Attendez, je diminue le son. Regardez là, on est en train de malade, elle dit je suis très bien, c'est-à-dire c'est une malade qui est en chirurgie, elle est consciente, on stimule et on demande au malade comment elle va et on va voir d'abord les tremblements. Vous voyez le tremblement, qu'on aura moins de tremblements. Je reviens à la vidéo encore. La malade, notre psychologue, elle est là et notre neurologue, la malade, elle dit que je suis bien et on la stimule. Regardez, elle tremble. Et quand on la stimule, le tremblement s'arrête. Ça, c'est la première vidéo. Deuxième. Ça, c'est une malade. Regardez la malade, elle est consciente. Elle coopère avec les chirurgiens et avec les psychologues, avec les neurologues. Vous voyez quand elle tremble, nous on stimule. Quand on stimule, elle s'arrête de trembler. Regardez encore. Elle tremble. Regardez, quand on stimule, elle s'arrête. Regardez, elle tremble. Et quand on stimule, regardez, elle tremble moins. Deuxième, toujours je pense c'est la même malade. Regardez. Toujours. Regardez, elle dit que je suis bien. L'habitude, elle ne fait pas ça. Elle ne peut pas le faire. Regardez, quand on stimule, elle est bien. Et quand on arrête la stimulation, elle n'est pas bien. Regardez qu'elle est bien. Et là, on doit avoir avec nous notre psychologue qui l'a préparé avant l'intervention et pendant l'intervention et un rôle même après l'intervention. C'est-à-dire, pendant l'intervention, qu'est-ce qu'on fait? On place les électrodes et après, qu'est-ce qu'on fait? On stimule. Vous voyez ça? Là, c'est la stimulation électrique. On stimule, on est à 1 milliampère et on regarde la réaction du malade. Le malade, quand on le laisse, il tremble. Et quand on le stimule, ça c'est notre neurologue qui est avec lui, quand on le stimule, on aura moins de tremblements. Ça c'est les scanners post-opératoires. Le scanner post-opératoire, vous voyez le préopératoire, il n'y a rien. Le péropératoire, il n'y a rien. Le péropératoire, il est placé avec le cadre de stéréotaxie que vous voyez ici. Le post-opératoire, vous voyez deux électrodes. À droite et à gauche, ça, c'est les électrodes de la stimulation et qu'on la met pendant l'intervention. Donc, il y a un neurostimulateur. Vous voyez ici, c'est des neurostimulateurs. Ce neurostimulateur, c'est des pacemakers. On les met, en général, c'est à droite. Et parfois, c'est à gauche. Ça dépend du chirurgien. Normalement, c'est là qu'on le met et on se quitte. Et après,
ce stimulateur, elle sera réglée dans notre neurologue jusqu'à avoir des meilleurs résultats en post-opératoire. Et qu'est-ce qu'on aura en post-opératoire? On aura moins des symptômes par rapport à l'intervention, on aura moins de tremblements, on aura moins de dyskinésie, on aura moins de mouvements anormaux, on aura beaucoup de choses moins par rapport à avant l'intervention. C'est-à-dire il y a plus de confort, il y a plus d'avantages par rapport avant l'intervention. Là, c'est l'évolution. Après l'intervention, regardez, notre neurologue, elle est là, elle est en train de tester le malade. Elle est en train de tester le malade. Après l'intervention, ce malade, là, a été stimulé. Et vous voyez, il y a plus d'avantages. Regardez comment il fait. Regardez le mouvement. Je vous laisse avec la vidéo. Regardez comment il est, le malade, après l'intervention. Il est moins rigide. Elle cherche la rigidité, il est moins rigide, regardez, par rapport à avant l'intervention. Il exécute, regardez comment il exécute. Regardez les mouvements fins, regardez. C'est-à-dire, il y a des bons résultats après la chirurgie. Et tout ça, c'est grâce à la stimulation. Elle sera stimulée une fois, deux fois, trois fois, jusqu'à avoir des bons résultats. Regardez. C'est le même malade. Donc, il est moins rigide par rapport à l'intervention. Et je vous remercie pour votre attention. J'ai fait vite. J'ai essayé de faire vite, puisque ma connexion elle est instable. Je ne sais pas si j'espère que j'étais clair. Je ne sais pas si on va recevoir maintenant les questions ou après. C'est à vous, professeur Hicham. Vous m'entendez, professeur Hicham? Professeur Hicham, docteur Gougam. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, professeur Bouaïta. Je viens d'avoir le sang. Ah, très bien. J'ai essayé un petit peu pendant la présentation. J'ai essayé de faire des résultats, des images, et éviter de faire des crèmes. Non, c'était très bien fait. En moins, comme ça, ils vont comprendre. Avec ça, merci beaucoup. Je pense que vaut mieux les images, surtout pour la chirurgie, les gens, pour le bloc et tout. Vous avez très bien fait de faire de montrer le bloc et les malades. C'est comme ça, ils retiennent mieux. Oui. J'espère qu'on aura des questions pour ça. Oui, pour l'instant, on attend que Madame Louben, parce qu'elle a un petit souci avec sa présentation, elle n'arrive pas à la partager. Et je pense que sa présentation, elle est importante parce qu'elle va parler du rôle du neuropsychologue. C'est ça le but de la journée. Oui, effectivement, c'est le plus important. Oui. On a fait que l'introduction. Oui, on a essayé de leur expliquer, c'est-à-dire une petite introduction sur la maladie et sur les traitements, la chirurgie, vous avez très bien fait. Je comprends. Mais maintenant, on va se placer on va être sur le vif du sujet. On peut pas faire directement. La présentation فاش تسلا لا كولي هذيك Désolée, un petit souci avec sa présentation. C'est sur les questions pour libérer professeur Bouaïta. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions, on pourra répondre avant que Madame Louben. Où je fais les questions? Voilà, ils sont là. Donc, on va voir un petit peu les questions. Sinon, on peut. Ça te compte, il n'y a pas de questions, c'est surtout sur le sang, on a une petite.
Lila, il y a un problème عندكم في le partage ولا واش كاين؟ Lila, vous m'entendez? Il y a un Oui, problème. شوف مع la présentation تاعهم. Ah, c'est Ah, bah, c'est Allez, bien. c'est bon. C'est C'est bon. bon, نحل. Allez, Pourquoi elle fait ça? مش dommage ما حبش. je pense, tu peux pas le faire directement. Voilà, on peut pas faire un Directement. câble directement. من PC تاعها. ديري directement parce que je pense qu'il جاز Lila, تقدر دير directement à partir de son PC. hein. Voilà, نديرو Ouais, directement. oui, il faut faire directement parce que Diri le partage le PC ديالها et on va leur donner la parole. نعم. C'est ça le problème. Windows تاعي 21 تاعكم ديس قبيل بزاف. C'est le message. Un mise à jour. C'est la dernière fois, ça arrive. واش نديرو؟ ندير شأنهم يفحزهم هنا. زون خلي زون. معليش. علاش انا زون؟ télécharger. هي مصباح لي قاعدة. كنت شفت télécharger. La dernière fois, c'était normal. Les C'est accès. bizarre, ça. Désolé, on attend la communication de Madame Louban. شو الكابل اللي عندي عندكم؟ ما في. ماشي. سلام. نديرها PDF. نديرها PDF. ديرها شي PDF. عطيني الكابل. نايس. فلاش. تقدريش هكاك انا لازم ندير ما تقدريش انا اللي نقدر بالنشاط. ديرها PDF. لما نحتاج PDF T'as fait toutes les diapos, c'est bon. Hein? Toutes les diapos, بعد les vidéos نديرهم directement. T'as des vidéos aussi. Ils sont ça s'ouvre, ما فهمتش. Donc, t'es là, la PDF. ما عندهاش واحد يجيب لها الفون. نعم درتها PDF. شو PDF. نعم شو نسويك بها. عندك عندي. شو كل احنا ما نقدرش ندخل ديريكتومون زوم. ستين. خلاص ديري ديريكتومون. هلا.